Vous savez, on ferme les yeux, on pense à la République. Grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Thank you so much to the Hollywood Reporter. It's an absolute honour to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Elle est super, hein? La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. And the Oscar goes to... J'adore rire. Et on est bien avec elle. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Allons-y. Moteur! Bienvenue dans Ça ne ramènera pas François Truffaut, podcast de cinéma dans lequel moi-même, Samuel, cinéphile, discute de films qui ont suscité mon intérêt avec des amis. Podcast dans lequel on spoil allègrement. Je vous conseille d'avoir vu les films avant d'écouter. Pour l'épisode de cette semaine, je reçois mon amie Maëlane. Bonjour Maëlane. Hello Samuel. Pour l'épisode de cette semaine, on va parler du film Les Bonnes Femmes de Claude Chabrol, sorti en 1960. Alors d'abord, il faut rappeler qui est Claude Chabrol. C'est un cinéaste noir de la Nouvelle Vague, initialement critique de cinéma. Il a notamment rédigé des ouvrages et de nombreux articles sur le cinéaste Alfred Hitchcock. Je dis noir car Chabrol est plutôt connu du grand public pour avoir tourné des films noirs et des films policiers, ou du moins qui ont une intrigue policière. C'est un cinéaste très prolifique, moraliste, maître de l'ironie, dépeignant à la fois les désillusions des rêveurs et la bêtise humaine. Il a réalisé presque une cinquantaine de films entre 1958 et 2008, parmi lesquels on peut citer Le Beau Serge, en 1958 son premier film, Les Biches 10 ans plus tard en 1968, Que la bête meurt en 1969, ou encore Violette Nozière en 1978, qui marque les débuts de sa collaboration avec Isabelle Huppert, avec qui il a tourné parmi ses plus grands succès dans les années 1980-1990, parmi lesquels on peut citer Une affaire de femme en 1988, une adaptation de Madame Bovary en 1991 et, bien sûr, La Cérémonie en 1995. Les Bonnes Femmes est le quatrième film de Claude Chabrol. Il s'inscrit indéniablement dans le mouvement esthétique de la Nouvelle Vague, qui a officiellement débuté un an plus tôt avec Les 400 coups de François Truffaut. Le film Les Bonnes Femmes est ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un film choral, le terme est un peu anachronique, donc on suit la journée de 4 jeunes femmes d'une vingtaine d'années, collègues dans un petit magasin d'électroménager boulevard Beaumarchais, près de Bastille, à Paris. Ces 4 jeunes femmes sont Ginette, jouée par Stéphane Audran, Rita, jouée par Lucille Saint-Simon, Jeanne, jouée par Bernadette Lafont, et enfin Jacqueline, jouée par Clotilde Joanneau. Dans ce casting, l'histoire du cinéma a surtout retenu les noms de Bernadette Lafont, actrice dans de nombreux films de la Nouvelle Vague, et surtout Stéphane Audran, première compagne de Claude Chabrol, première muse rousse du cinéaste, Isabelle Huppert prenant la suite à partir de Violette Nozière en 1978, et entre 1960 et 1980, Stéphane Audran a tourné dans une vingtaine de films avec le réalisateur. Et il faut signaler qu'à sa sortie, le film a fait scandale, car apparemment le film était vendu comme comédie aux mœurs légères, à l'italienne. Or, il fait preuve d'un humour noir et montre une forme entre guillemets de liberté sexuelle qui a beaucoup choqué la toute récente 5e République gaullienne de l'époque. Le film a même été interdit aux moins de 18 ans. On reviendra probablement sur les raisons de ce scandale ultérieurement. Et le film a été un échec public et critique à sa sortie, étant taxé de film cynique et méprisant. Alors avant de commencer la discussion, je tiens à signaler qu'il y a une intrigue secondaire dans le film, une intrigue entre guillemets de thriller, comme on dirait aujourd'hui, d'un homme étrange à moto qui suit une de ses 4 vendeuses. Le film marque donc la première incursion de Chabrol dans le genre policier. Un dernier avertissement avant de commencer la discussion. Claude Chabrol est un cinéaste majeur de la Nouvelle Vague, c'est un cinéma important de l'histoire du cinéma. Nous ne serons pas exhaustifs, nous en parlons avec nos mots, nos ressentis, voilà. Nous ne sommes pas historiens du cinéma, on va essayer d'en parler de la meilleure manière possible qu'il soit. Eh bien, commençons cette discussion. Maëlane, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Eh ben, moi j'ai été très impressionnée par le film, on peut dire ça comme ça. J'ai été vraiment plutôt prise dedans, même si j'ai peut-être eu du mal au début un peu à adhérer au personnage, à accrocher un peu à l'histoire. Ça prend un peu de temps à se mettre en place ou à voir la galerie des 4 femmes. Mais plus ça allait, plus j'étais un peu emportée dedans, et je dois dire que je trouve ça quand même assez moderne. J'allais dire, entrons dans le vif du sujet, Oui. Le film dissèque les rapports hommes-femmes, et il le fait de manière très novateur pour 1960. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce thème principal du film, avec ce titre misogyne, enfin qui reprend une expression misogyne des bonnes femmes, entre guillemets? Je pense que justement le film prend bien le contre-pied de son titre, et que
je pense qu'il envoie peut-être même c'est un jeu d'envoyer un message de dire, oh, bah, on va se moquer des femmes là. D'autant donc ces 4 femmes, il y en a une notamment qui fait que rire beaucoup. Bernadette Lafont, Exactement. Jeanne, alors J-A-N-E, pas J-E-A-2-N-E, elle le dit à un moment. Oui, elle le répète. Qui minaude beaucoup, etc. Et après, il y en a d'autres qui sont plus naïves. C'est vrai que de premier abord, on pourrait se dire, bon, bah, c'est un peu pour se moquer de ces 4 jeunes femmes qui travaillent, qui rentrent dans la vie active, qui découvrent des nouvelles libertés aussi, parce qu'elles travaillent, elles vivent seules. Mais en fait, je pense que tout le film ne fait que dépeindre plutôt des hommes horripilants qui gravitent autour d'elles, et même pas qui gravitent, qui les surveillent, qui les épient, qui touchent leur corps comme si c'était leur propriété. Oui, le film dénonce la domination masculine. Il faut dire le mot. Il y a beaucoup de scènes de drague lourde, entre guillemets, comme pourraient dire certains, mais surtout des scènes d'harcèlement, d'agression sexuelle envers ces femmes. Et il y a même une scène de viol dans la séquence d'ouverture, quand Jeanne, le personnage de Bernadette Lafont, finit par aller chez 2 hommes qui l'a suivi en voiture avec Jacqueline pendant un long moment et ont beaucoup insisté pour passer la soirée avec elle. Elle finit chez eux et ça malheureusement termine par une scène de viol, alors qui n'est pas montrée, hein. Elle est hors champ. Oui, il y a une espèce de normalisation voilà, des femmes qui adoptent des stratégies plus ou moins différentes, soit essayer d'être un peu de marbre, comme Jacqueline, de ne pas rentrer dans le jeu des hommes. Jeanne qui a une autre stratégie qui est de rire, d'être un peu dans une forme de frivolité. Et, qui est constante, une oppression qui ne disparaît jamais, même avec le patron du magasin. C'est horrible. Insupportable. D'ailleurs, qu'il y a un jeu très ampoulé, très précieux, très sophistiqué. Je pense que par là, il y a aussi une critique de la part de Claude Chabrol du jeu du cinéma français qu'on appelle qualité française, c'est-à-dire le cinéma français des années 40-50 avant la nouvelle vague. Enfin bref, ouais. Donc revenons un peu sur ce magasin. Bah, ce magasin, je trouve que c'est assez intéressant qu'elle soit vendeuse d'électroménager parce que c'est un peu le domaine réservé des femmes, ou en tout cas, enfin, ça renvoie à la domesticité. Et en même temps, on est un peu à mi-chemin parce qu'elles travaillent, elles sont indépendantes, enfin, en tout cas, espèrent-elles. Et finalement, c'est des hommes qui viennent dans leur magasin acheter des choses. Sauf qu'en fait, il y a un peu le sentiment d'une fausse liberté parce qu'elles sont... ça ne les empêche pas d'être épiées par les hommes, d'être mal considérées par les hommes. Et en fait, toute leur vie, c'est d'essayer d'évoluer tant bien que mal entre des prédateurs, quoi, des niveaux plus ou moins gravissimes, évidemment avec la fin qui est la pire, avec le personnage qui est le pire. Oui, on y reviendra sur cette fin. Alors voilà, autant vous le dire tout de suite, on va spoiler l'événement final du film. Oui, et qui m'a fait un petit coup dans le cœur, mais... oui, je trouve ça intéressant. En fait, je trouve ça intéressant le côté fausse promesse de l'indépendance, où c'est cruel et c'est triste en fait, parce qu'on a l'impression qu'il y a un horizon qui s'ouvre à elle. Il y a une possibilité pour elle d'enfin vivre leur vie pour elle, et finalement, elles sortent jamais vraiment des griffes des hommes et elles s'ennuient beaucoup. Et en fait, ça, moi, la première fois que je l'avais vu, ça m'avait beaucoup marqué. Cette critique du travail. Où en fait, ce qui fait l'aliénation au travail, c'est l'ennui. Enfin, je sais pas, parce que quand tu parlais d'ennui, tu parlais surtout au travail. Au travail, de manière générale. Pas que, parce que quand elle sort du travail, en fait, tout est divertissement. Et j'ai l'impression, on va voir un spectacle de musique comme on va au zoo. Enfin, tout est un peu mis sur le même plan. On va déjeuner, on va dans des cabarets. J'ai l'impression, c'est vrai, tu sais, c'est vraiment le terme de divertissement. Oui, alors ce qui est intéressant. De Pascal, si, non, mais tout à fait. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que on sent que cette société française, cette jeune république gaullienne, comme je disais, elle est au bord d'entrer dans la société de masse, la société de consommation et la société du spectacle. Et ça, on le sent notamment à travers cette critique du divertissement, où elles vont au dancing, au musical, enfin comme tu dis. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant dans le film. Et effectivement, ça rejoint une forme d'ennui, comme tu disais. Après, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je voyais aussi un peu un parallèle entre à la fois le monde du spectacle, donc il y a quelqu'un sur scène, on le regarde tout le temps. Il y a aussi le zoo. Alors,
univers totalement différents. En plus, c'est diurne, alors que le spectacle, c'est souvent la nuit, etc. Et on a des animaux en cage. Et je me suis fait la réflexion, je sais pas ce que t'en penses, mais qu'il y a peut-être un effet un peu miroir avec ces femmes qui sont finalement un peu emprisonnées tout le temps, un peu en cage, et observées constamment par les hommes, regardées, jugées, épiées sur... Et ça, on le sent notamment dans le magasin où elle travaille, le magasin d'électroménager, qui pour moi est figuré comme une maison close en fait, puisque elles sont beaucoup trop vendeuses. Elles sont 4 dans ce petit magasin. La caissière, c'est Madame Louise, qui tient la caisse, qui est un peu plus âgée. Et puis voilà, j'ai l'impression que elles ont été choisies, ces jeunes femmes, par le patron, pour attirer les clients. Et les seuls clients qu'on voit, ce sont des hommes en plus. Donc voilà, je pense que il a figuré ce magasin comme une maison close pour parler de l'emprisonnement dans lequel elles sont, que tu as abordé, et aussi pour revenir à la séquence du zoo. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, alors cette séquence qui est très grinçante parce qu'en fait, ce sont elles. Alors non, ce sont eux parce qu'elles sont 3 femmes et il y a un garçon avec elles qui traîne de l'une d'entre elles. Voilà, bon, c'est un personnage secondaire. En fait, ce sont eux les animaux quand elles sont au zoo. Le rapport est complètement inversé et je sais pas. Elle crie devant les. Mais oui, elle crie. Elle crie de manière, j'allais dire hystérique. Enfin, c'est pas le bon terme, mais. Avec de gros guillemets. Oui, voilà, avec de gros guillemets. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'elle tente de s'amuser tant bien que mal, au point que ça en devient forcé, ça en devient insincère. Enfin, il y a un côté, il faut absolument qu'on crie, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on rigole. Il y a un côté grotesque. Ouais, il y a un côté grotesque. Alors parce moi, que le fond est un bon fond de tristesse, quoi. Oui, alors moi, mon interprétation à propos de ça, c'est que, et c'est là où je trouve le film s'éloigne d'une forme de réalisme, c'est que, et en même temps, Claude Chabrol a réussi à cerner quelque chose de l'époque et de peut-être un peu plus universel, c'est que il y a une telle névrose dans les rapports hommes-femmes, et puis elles sont tellement victimes de l'aliénation qu'elles subissent au travail et aussi dans leur rapport aux hommes, que donc ça pourrait produire du désespoir, mais chez elles, ça produit une forme de grotesque, de rire nerveux, de grain de folie. Et ça, on le voit notamment avec le personnage de Bernadette Lafont, qui j'ai envie de dire est complètement frappé d'une certaine manière, ou bien Madame Louise, Madame Louise, elle a un fétiche et un objet dans son sac qu'elle tripote en permanence. Et elle en vient par confesser ce que c'est auprès de Jacqueline, et elle dit qu'en fait c'est un mouchoir trempé dans le sang d'un serial killer qui a été condamné à mort en 1939 et auquel elle a assisté à la mise à mort. Et puis il y a aussi le personnage d'Ernest dans une des dernières scènes qui devient complètement fou au restaurant. Enfin, ça devient ridicule. Donc, exactement. Enfin, ce que je trouve génial, et c'est là où, comme je disais, on s'éloigne d'une forme de naturalisme, c'est que tout d'un coup, le film devient complètement halluciné. Il y a cette espèce de ridicule permanent, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Oui, je suis d'accord avec toi. Ben, j'avais vraiment l'impression de voir parfois des personnages un peu en cage qui tournent en rond et ça leur monte à la tête. Enfin, je trouve qu'il y a en particulier les femmes, mais je trouve qu'il y a un côté un peu fiévreux aussi dans le film. C'est pas tant que les choses vont vite, pas forcément, mais les moments sont assez forts en intensité, quoi. Après, il y a des personnages plus ou moins qui extériorisent plus ou moins, disons, pardon. Mais je suis d'accord avec toi. Et alors initialement, on disait que le film critiquait la domination masculine, ce qui est le cas. Et puis là, au cours de notre discussion, c'est vrai qu'il y a cette espèce, comme on disait, de fièvre et de ridicule généralisé. Ce qui me fait poser la question, d'une certaine manière, tout le monde en prend pour son grade. Donc le film je suis pas sûr que le film soit féministe, si féministe que ça. Et donc je me demandais, est-ce que le film n'est pas cynique d'une certaine manière? Je sais pas ce que t'en penses. Bon, j'ai peut-être un regard optimiste ou en tout cas, mais avec le recul, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup plus de tendresse et de compassion pour les femmes dans cette histoire que pour les hommes. Évidemment, oui. La trajectoire de tout le monde est plus ou moins tragique et il n'y a pas, comment dire, l'horizon se referme à la fin du film et c'est assez pesant comme ambiance, c'est assez lourd. Mais j'ai l'impression, c'est peut-être vraiment avec les décennies passantes, mais tu vois, on a des concepts aujourd'hui féministes, on a peut-être une grille de lecture féministe, mais j'ai l'impression qu'elle colle bien quand même au film. Par exemple, les questions de sororité, j'ai l'impression que c'est quand même une image assez moderne de voir des femmes comme ça
qui vivent ensemble, qui sont pas forcément dans l'entraide, forcément entre elles, ou qui ne parviennent pas forcément à se protéger les unes les autres. Parfois, elles se moquent un peu les unes des autres. J'allais y venir. On n'est pas dans de l'amitié bienveillante absolument, mais le fait est qu'on est quand même face à un groupe de 4 femmes, plus ou moins unies, mais face au monde entier qui est un monde d'hommes. Et là, pour le coup, certes, elles sont peut-être pas volontairement précipitées ensemble, mais quand elles sont toutes les 4 dans leur petit bocal là, du magasin, au moins elles sont 4. C'était un peu mon sentiment parfois. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Ce qui me ferait un peu nuancer cette idée de sororité, et tu parlais du rire, c'est que Chabrol critique la fonction sociale du rire. Il montre comment le rire, enfin même le terme exact serait la moquerie, est une forme de pression sociale. C'est-à-dire qu'à un moment où un individu s'écarte du droit chemin, le reste du groupe se moque de lui pour le remettre dans l'ordre. C'est le cas du personnage de Ginette, joué par Stéphane Audran, qui veut faire du musical, mais n'ose pas en parler avec ses collègues. Elle a cette phrase terrible, je suis tous les jours avec elle de 9h à 19h, et elle a peur en fait de leur moquerie. Ah mais c'est sûr que elles sont pétries de leurs propres injonctions, des injonctions de la société, et elles se le font payer les unes aux autres. C'est pas tendre forcément entre elles, mais tu parles de Ginette, j'ai l'impression que même si ça a été très douloureux pour elle de chanter devant ses collègues, en sortant, bon, elle se fait railler, mais j'ai l'impression que c'est finalement pas tant un drame que ça. Enfin, j'ai l'impression que ça désamorce un peu un côté un peu, finalement, c'était peut-être pas si grave que ce qu'elle imaginait. Mais ça dit bien quelque chose, évidemment, de l'image qu'elle se fait de ses propres collègues que de redouter de leur montrer son vrai visage à elle, quoi. Et moi, je me demandais, est-ce que la critique, entre guillemets, que Chabrol adresse aux femmes, ce n'est pas leur désillusion, une forme de bovarisme. C'est pas pour rien que Chabrol, presque 30 ans plus tard, va adapter Madame Bovary avec Isabelle Huppert. Enfin, tout ça pour dire que j'ai l'impression que Chabrol est un auteur, un cinéaste flaubertien, qui aime dénoncer la bêtise, et puis cette forme comme ça de désillusion plutôt chez les femmes. Oui, mais est-ce que c'est une critique envers elles-mêmes, envers leur naïveté, ou est-ce que c'est pas une critique envers les hommes et ce monde qui les pousse à la désillusion? Enfin, moi, j'ai, par exemple, Jacqueline, quand elle a l'impression jusqu'au bout d'être tombée sur le prince charmant, alors que le mec la suit, aujourd'hui on dirait un red flag, je pense qu'on peut dire ça comme ça, ou même juste un psychopathe. Mais elle a une espèce de naïveté, de candeur, de pureté jusqu'à la dernière minute. Et j'ai pas l'impression que ça soit forcément moqueur, le regard que porte le cinéaste sur elle. Non, t'as raison. Non, c'est vrai que, après, les autres femmes peut-être plus, parce qu'il y en a qui, notamment Jeanne surtout, qui... Bernadette Lafont. Oui, exactement, qui peut un peu, qui est un peu too much, qui est un peu grotesque, comme tu disais tout à l'heure. Mais par d'autres personnages, comme celui de Jacqueline, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tendresse quand même pour cette jeune fille qui, malheureusement, la fin... Oui, on finit par avoir de la pitié pour elle. Qui s'appelle un féminicide, quoi. Exactement, voilà, le terme est à cette époque, on n'utilisait pas du tout ce terme, mais voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous montre que si on pousse la logique de la domination masculine à son terme, on arrive au féminicide, en fait. Il montre que la domination masculine, dans le fond, c'est une logique de meurtre. Et parce qu'en gros, il faut expliquer que donc cette dernière séquence, elle finit par partir à la campagne avec cet homme à moto qui l'a suivi. On pense que c'est une idylle et en fait, il l'emmène dans une forêt et il finit par l'étrangler comme ça au milieu des bois. Et avant ça, il y a une séquence à la piscine où tour à tour, il y a deux hommes qui jouent entre guillemets à la noyer. Les deux hommes qui ont possiblement violé le... Voilà, c'est les deux hommes de la séquence d'ouverture avec Bernadette Lafont. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant que ces deux séquences montrent que la domination masculine, dans le fond, ce serait une logique de meurtre, en fait. Oui, et ce que je trouve intéressant, c'est que comment dire, tous les personnages masculins sont quand même assez horribles, mais les deux agresseurs horribles. Marcel et Albert, le nom des personnages. Voilà, Marcel et Albert, le patron de la boutique, bon, et puis dans une moindre mesure les fiancés qui sont
Oui, sont alors, un peu horripilants. oui, alors il faut expliquer. L'une d'entre elles veut s'élever socialement, donc elle veut se marier avec un bourgeois ou un petit bourgeois, Oui. mais lui, dans le fond, la méprise, notamment quand il la présente à ses parents. Voilà. Et je crois que Jeanne, qui est du coup celle malheureusement au début, je crois qu'elle a aussi une relation avec un homme. Mais tout ça n'est pas du tout épanouissant, bien entendu. Et donc, je trouve que tous ces personnages-là masculins sont tournés en ridicule. Et par contre, celui où on pouvait placer une forme d'espoir, ce qu'on devrait pas, mais l'homme à moto, qui la suit, il y a un peu un côté, mais lui, il est peut-être pas pareil, parce que est-ce qu'il y a un vrai amour qui se développe? Et la scène où en fait, il fait que la suivre, mais il se parle jamais. Et la scène où il se rencontre, c'est la scène de la piscine dont tu parles. Il vient la sauver, exactement, entre guillemets. il vient la sauver des deux horribles mecs qui s'amusent à lui pousser la tête sous l'eau. Et finalement, c'est pour faire pire derrière. Donc je trouve que là, c'était encore un cran au-dessus parce que se moquer d'hommes horribles, c'est une chose, mais faire passer quelqu'un pour le mieux de l'ensemble, pour quelqu'un en qui on peut finalement avoir espoir et qui se révèle être le pire, ça c'est assez cruel, c'est assez cynique, et c'est bien vu pour le coup. Oui, on est piégé entre guillemets par le film, mais dans le bon sens du terme. Et d'ailleurs, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses du fait que ça se termine dans la nature et qu'elle soit tuée dans la nature, sachant que tout le reste du film se passe en ville. Très urbain. Écoute, j'ai pas vraiment d'interprétation là-dessus. J'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu, entre guillemets, biblique. Comme quoi le meurtre, en fait, doit retourner à la nature et que d'une certaine manière, la nature va pouvoir garder le secret de ce meurtre. Et dans le fond, personne ne saura, malheureusement, qu'elle a été tuée dans ces conditions-là. Et peut-être que, alors je connais pas les moyens policiers de l'époque, etc., mais peut-être qu'on ne retrouvera jamais son corps, ce qui est extrêmement triste. Je viens nuancer j'aimerais nuancer un point. Ce n'est pas la dernière séquence du film, puisque la dernière séquence du film, on retourne à la ville. Voilà. Alors, c'est une séquence de bal et on voit une jeune fille qu'on n'a pas vue depuis le début, qui attend qu'on vienne l'inviter à danser. Ah, c'est le cycle infini qui recommence. Je trouve que la fin, c'est avec cette tristesse, quoi. Avec cet horizon d'attente, en fait, où elles attendent le prince charmant, quoi, d'une certaine manière. Et cette logique, comment dire, d'horizon d'attente et qui ne se réalise pas, en fait, et qui est contrebalancée par une déception. Je trouve que là, Chabrol capte un sentiment très moderne et contemporain de nos sociétés post-Seconde Guerre mondiale qui sont entrées dans la société de masse, la société de consommation, etc. J'ai trouvé ça très très intéressant. Qu'il arrive à capter cette espèce aussi d'angoisse d'une certaine manière. Oui, et c'est d'autant plus déchirant même, je dirais, que ce sont des jeunes filles qui sont au début de leur vie. Ce que je trouve vraiment fort, tu disais aussi, mais c'est le côté, c'est là que les perspectives s'ouvrent, et en fait non. Oui. On est à un point de départ de la vie, où possiblement tous les chemins sont devant elle, et finalement c'est un peu comme si toutes les portes se rabattent, tu vois, les unes après les autres. Bah, j'ai un travail, oui, mais je l'aime pas, j'essaie de trouver quelqu'un, oui, mais il est pas terrible. J'y arrive pas. Et voilà, j'essaye d'avoir un amant, que sais-je, oui, mais il est violent. Enfin, ou alors je crois avoir trouvé le prince charmant parce qu'il me suit partout. Ah bah non, c'est un psychopathe et je meurs. Enfin, c'est vraiment. Le film capte une sorte de fatalité, d'une certaine manière. Oui, mais pour ça, je trouve que c'est très moderne, et c'est intéressant quand tu disais que ça avait fait scandale à l'époque, parce que j'entends que ça a fait scandale aussi parce qu'on voit des femmes avec des mœurs libérées, avec des gros guillemets. Il y a une séquence de striptease au début, je pense que ça aussi, c'est ce qui a scandalisé à l'époque, mais aujourd'hui, pas du tout. Peut-être tant mieux, au moins, si on peut apporter une touche d'espoir à ce panorama assez sombre, c'est que, au moins aujourd'hui, peut-être la réception est différente. Oui, le film a été réévalué au fil du temps. Eh bien, on terminera sur cette réévaluation grâce à... Exactement. Eh bien, merci beaucoup Maëlan. À bientôt. Merci.